Bonsoir. Hello, hello à toutes et à tous. On est ravis d'être là avec vous ce soir. Donc ce soir, on est avec Paola Cravero, qui est la fondatrice de Vulvae. Et donc, comme vous le savez, on va parler de douleurs vulvaires, de maux de vulve, de pathologies, toutes ces petites choses qu'on ne connaît pas forcément en fait. Et moi, je vais me présenter très, très rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Anne, la cofondatrice de Gapian. Et Gapian, c'est quoi? C'est une plateforme de bien-être intime et sexuel qui est dédiée aux femmes. Donc on a un e-shop avec une sélection de produits français et européens principalement qu'on met en avant. Donc on va vraiment dénicher des petites pépites pour améliorer notre quotidien. Et ensuite, on fait des masterclass comme celle-ci. Voilà, on a plein de conseils d'experts, on a un podcast. Donc, on est une plateforme un peu à 360 pour catalyser toutes les belles initiatives qui sont en train de se passer en fait dans le bien-être intime et sexuel et la santé sexuelle. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on reçoit Paola qui a un super projet qu'elle vient de lancer en crowdfunding. Et donc, je te laisse, Paola, te présenter et expliquer un petit peu le concept de Vulvae. Oui, merci. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Paola. J'ai lancé le projet Vulvae il y a quelques mois, même si ça fait déjà plus d'une année que je travaille dessus. On l'a révélé au public officiellement fin mars. Voilà, c'était notre grand outing. Avant ça, juste pour situer, donc moi, je ne suis pas praticienne de santé, je ne suis pas médecin. Je le dis parce que donc là, on va quand même se parler de choses liées à la maladie, aux pathologies. Toutes les connaissances que j'ai accumulées, c'est du travail que je fais depuis 2 ans et beaucoup de contacts avec de la communauté médicale et des experts qui nous aident à construire le projet. Avant ça, moi, j'ai un background en communication. J'ai été planeur stratégique dans des agences de publicité et dans des instituts d'études consommateurs. J'ai aussi fait de l'innovation pendant 4 ans et demi dans un bureau où mon métier, c'était de créer des startups pendant 4 ans et demi pour des grands groupes qui voulaient développer des nouvelles idées. Et en fait, créer des idées pour d'autres personnes, ça m'a donné envie de créer mes propres idées, évidemment, et de donner vie à mes propres idées. Et c'est notamment autour du sujet de la santé dite féminine que je m'épanouis à créer des choses. Donc, c'est ce que je fais avec mon association de Medfem Collectif que j'ai créée il y a 1 an et demi, et avec aujourd'hui Vulvae, qui, comme je l'ai dit, est sorti du bois depuis 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un petit peu l'intro qui parle. Et pour Vulvae, Vulvae, c'est une application qui est dédiée à la santé de la vulve et aux soins des douleurs vulvaires. L'idée, c'est de créer une sorte de carnet de santé qui va permettre de suivre dans le temps les différentes occurrences de ces douleurs ou de ces gènes ou de ces inconforts. Ça peut être aussi bien pour des douleurs très, très fortes, très fréquentes que des choses plus ponctuelles et plus de l'ordre de la gêne et de l'inconfort. Et ça va permettre au quotidien de suivre et au fur et à mesure d'observer des liens avec des choses de notre quotidien, avec notre humeur, nos états d'âme, avec notre sexualité, avec des habitudes qu'on déploie au quotidien, avec plein de choses. Parce qu'en fait, dans l'application, il y aura la possibilité de personnaliser son questionnaire avec plus de 50 facteurs différents qui peuvent avoir un impact sur la santé et le confort de la vulve. Voilà, et avec tout ça, il y a aussi une communauté de personnes qui s'entraident et nous qui nous impliquons beaucoup, l'équipe, et surtout moi actuellement, pour aider les personnes à trouver des praticiens, savoir comment préparer leurs consultations, savoir quoi dire, savoir quoi retenir aussi des consultations. On se rend compte que c'est extrêmement difficile parfois de bien gérer la communication avec les praticiens de santé, et on essaye, nous, de fluidifier ça au maximum avec l'application et avec d'autres outils. Carrément, Voilà. écoute, tu me fais une très belle intro sur laquelle je vais rebondir tout de suite, parce que justement, c'est vrai que je trouve c'est assez important de le rappeler. Aujourd'hui, les pathologies vulvaires, elles sont quand même assez peu documentées, et les professionnels de la santé, en fait, tu vas nous en dire un petit peu plus. Pourquoi est-ce qu'elles sont mal documentées? Pourquoi est-ce qu'on les connaît très mal? Mais parfois, en fait, on peut être mal conseillé, mal orienté. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique et pourquoi c'est important en fait de libérer la parole là-dessus?
Ouais, alors le sujet des pathologies vulvaires, il touche au corps dit féminin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on revient dans l'histoire, donc là je vais faire ma petite perspective historique, j'aime beaucoup ça, Ouais. en fait la médecine, c'est un monde d'hommes qui a été fait par des hommes pour des hommes. On a créé la base de la médecine moderne sur un neutre qui est le corps dit masculin. Et ça, c'est vrai pour toutes les connaissances médicales qu'on a. En fait, ce qu'on connaît, on le connaît principalement de l'observation et du traitement du corps du sexe dit masculin plutôt que du sexe dit féminin. Et donc, ça veut dire que pour plein de pathologies qui sont surreprésentées chez les corps féminins, eh ben, on a beaucoup moins d'informations. Ça, c'est un premier prérequis à avoir. C'est ce monde de la médecine, il a été créé comme ça. Et il est encore un peu calibré comme ça parce que quand on fait des études cliniques pour des médicaments, quand on fait des études cliniques sur des pathologies, et bien souvent, le mâle est représenté et surreprésenté versus la femelle. À cela vont s'ajouter aussi d'autres facteurs. Il y a une sorte d'héritage associé au genre féminin de la douleur. Depuis la Bible, il y a tu enfanteras dans la douleur, mais il n'y a pas que ça. Il y a les premières règles, ça fait mal. Accoucher, ça fait mal. La première fois, ça fait mal. En fait, beaucoup d'expériences du féminin qui sont associées au genre féminin sont associées à une forme de douleur, notamment à travers des rites de passage et notamment à travers la sexualité. Donc, en fait, c'est comme si ça faisait partie de l'expérience et c'est pour ça, souvent, qu'on a tendance à entendre beaucoup ce « c'est normal ». C'est normal parce que ça fait des siècles qu'on nous répète que la douleur est normale, qu'elle fait partie de l'expérience compliquée d'être une femme. À cela s'ajoute encore une couche, la psychologisation de la douleur. Souvent, quand une femme se plaint de douleur, on va rapporter ça au psychologique, à l'anxiété, au stress, et même avec des petits relents de Freud et de l'hystérie, qui étaient très liés à la sexualité aussi. Donc ça, c'est encore cool. Puis, dernière couche qui reste encore très présente aujourd'hui, c'est le tabou. Tabou sur le sexe féminin, tabou sur la sexualité féminine et tabou sur le plaisir féminin. Ce qui fait que quand on parle de douleur au sexe, à la vulve, eh ben, on va s'entendre dire que bon, c'est pas si grave, il va falloir se forcer, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en fait, parce que c'est tellement tabou et c'est tellement pas perçu comme étant une nécessité de ressentir ce plaisir chez la femme, en tout cas dans le sexe féminin, que ben, on va un petit peu mettre ça de côté, on va considérer ça comme beaucoup moins important, là où au contraire chez l'homme, chez l'individu masculin, c'est traité depuis très longtemps et il y a beaucoup de choses liées à la sexualité, de problèmes liés à la sexualité qui ont été résolus depuis très longtemps avec des solutions qui fonctionnent très bien. Voilà, donc là c'est un peu le tableau noir, hein, tout n'est pas dramatique, comme on disait, il y a des médecins qui sont un peu au courant. Justement, on a besoin de personnes comme toi, en fait, pour venir un petit peu shake tout ça, quoi, et vraiment repenser le prisme de la santé sexuelle à travers les yeux des femmes, en fait. Et pour les femmes, moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, d'avoir un projet qui est porté par toi, qui sait exactement, en fait, ce que ça fait d'avoir une vulve, quelle douleur on peut rencontrer. Et je pense que c'est hyper important et on voit de plus en plus de projets où les femmes prennent position. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de, je ne sais pas si tu as eu un déclic, un truc, comme tu es la fondatrice de MEFDEM aussi, j'imagine les deux sont carrément liés. Oui, en fait, j'ai commencé à travailler sur MEDFEM parce que j'avais envie de faire une initiative qui alliait à la fois un peu d'innovation et un peu de mes engagements féministes depuis 15 ans. Ouais. Donc, j'ai un peu créé ça pour parler de sexisme dans le milieu médical, pour parler des pathologies qu'on ne traite pas ou qu'on connaît moins. Voilà. Et en travaillant là-dessus, en fait, comme on avait l'ambition de créer un annuaire, il y avait beaucoup de personnes qui venaient me contacter pour trouver des spécialistes, trouver des médecins. Et en fait, il y a beaucoup de messages que je recevais qui étaient sur le sujet des douleurs vulvaires. J'ai telle douleur, j'ai beaucoup de sécheresse, j'ai tel problème, j'arrive pas à faire l'amour, j'ai tel truc. Et souvent, c'était en lien avec ça. Et en essayant de chercher des solutions pour ces personnes qui venaient me demander de l'aide, je trouvais rien. Et en fait, je me retrouvais dans le même schmilblick que ces personnes qui cherchent, et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Tu fais très vite le tour des informations que tu peux trouver. Tu peux en trouver des très bonnes, notamment les clés de Vénus, qui est un site de référence sur les douleurs vulvaires, qui est très important à voir. Mais c'est vrai que ça te fait pas aller plus loin, ça te fait pas commencer ton propre parcours de soins, ça te fait pas trouver le bon médecin toujours.
Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse un truc là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur les douleurs vulvaires. Et on a commencé à penser au suivi comme un outil thérapeutique. Et du coup, on s'est dit comment on peut adapter ce suivi à aider les personnes. Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes en fait à prendre en main leur santé de la vulve via ce suivi. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à Vulvae. Ouais, ça justement, c'est hyper intéressant parce que sachant qu'on n'a pas du tout d'informations aussi, c'est intéressant de faire un suivi, enfin que les femmes puissent faire leur propre suivi pour comprendre en fait quels sont les symptômes, qu'est-ce qui peut arriver. Et en même temps, je pense que c'est aussi super, super important pour les professionnels de la santé qui vont venir rejoindre Vulvae pour comprendre en fait ce que vivent les femmes au quotidien et quels sont les symptômes. Je suis sûre qu'on va découvrir en fait beaucoup de choses. Donc, c'est là où c'est un outil qui est hyper intéressant parce que il y a vraiment un prisme qui est à 360 et tu vas vraiment faire évoluer les choses. Ouais. Il y a toute la connaissance avant le diagnostic et puis toute la connaissance après le diagnostic qui va pouvoir être importante. Parce que pour les personnes, de faire un suivi sur une application, ça peut paraître parfois un peu compliqué, un peu long, tout ça, mais c'est vachement utile parce que quand on va aller voir un médecin, et en fait, on a créé le questionnaire de manière à ce que les symptômes qui sont renseignés puissent guider le médecin dans son diagnostic. Donc, en fait, il n'y a plus de galère d'essayer de se souvenir de ce qui s'est passé, de quelle intensité de douleur, de quels symptômes il y a eu tel jour quand il y a eu tel truc, de ce qui s'était passé en même temps. En fait, tout est marqué dans le carnet de santé de la vulve, vulvae. Et en fait, du coup, ça simplifie le travail de mémoire. Et après, ça simplifie aussi le travail de restitution au médecin. On lui dit ce qu'on a noté. Et en fait, rien que ça enlève un poids. Quand on arrive en consultation, on ne se dit pas, il faut que je me souvienne de tout, il faut que je me souvienne de cette fois où il m'est arrivé ça, mais en même temps, il m'est arrivé ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal. Donc, comment je vais lui faire pour lui expliquer ce qui s'est passé? Il va pas. J'ai pas mal aujourd'hui. En fait, le suivi pré-diagnostic, il va servir beaucoup à ça. Faire le travail de mémoire et donner les bonnes informations aux praticiens pour orienter le diagnostic. Puis le travail après, de suivi, il va permettre d'évaluer le traitement qu'on met en place, de pouvoir sélectionner les solutions qui marchent le mieux pour soi, de pouvoir aussi ajuster ses propres solutions. Si on se rend compte que le stress est un marqueur très fréquent de douleur, et on va pouvoir travailler sur ce stress soi-même chez soi, avec des choses qu'on va pouvoir recommander, des exercices d'auto-hypnose, des exercices de musicothérapie, plein de choses qu'on va mettre en place dans les ressources qu'on va mettre dans le programme en fait, qui va accompagner aussi l'application et les personnes qui sont dans l'application. Trop bien. Écoute, merci pour ces explications. J'ai tellement hâte de voir à quoi ça va ressembler. La sortie est prévue. Il n'y aura peut-être pas tout dès le début qui sera parfait. Soyez indulgents. C'est notre max. Non, mais bien sûr. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, du coup, nous faire peut-être un petit rappel des pathologies? Déjà, on va peut-être commencer avec les plus connues. Donc, qu'est-ce qu'on met sous l'égide des pathologies vulvaires? En fait, c'est quoi? Alors, pathologie, maladie, affection, vraie problématique de santé. Je le redis parce que souvent, les personnes qui ont des douleurs vulvaires ne se disent pas que c'est un problème de santé, mais c'est un problème de santé, c'est important de le mettre. Et pathologie vulvaire, vulvaire, tout ce qui touche la partie externe du sexe dit féminin, donc la vulve. C'est pas le col de l'utérus, c'est pas les ovaires, c'est pas le vagin, c'est vraiment la partie externe et le début de l'interne, parce qu'en fait, on va s'intéresser aussi beaucoup au périnée et au vestibule et à la contraction du vagin qui va arriver dans le vaginisme, qui en général est lié à des douleurs au niveau de la vulve aussi. Sur les plus connus qui touchent la vulve, on a les mycoses et les cystites. Ça, quasiment toutes les femmes en auront au moins une fois dans leur vie. C'est les plus répandus, c'est aussi les plus bénignes finalement, sauf si elles sont amenées à se répéter vraiment très très fréquemment. Mais la mycose qu'on va avoir une fois de temps en temps, une fois tous les ans ou un peu plus que ça, c'est embêtant, c'est hyper obsédant quand ça arrive, mais ça ne présente pas une gravité en termes de santé qui soit importante. Il faut se méfier quand elles sont en répétition et qu'elles se soignent mal. C'est la même chose pour les mycoses et les cystites parce que ça peut causer des dommages au niveau nerveux, au niveau de la peau qui peuvent après entraîner d'autres choses. Donc ça, c'est un peu les plus répandus, les plus connus et les plus bénignes. Après, il va y avoir d'autres qui sont très connus mais qui sont
un petit peu plus graves, ou en tout cas un peu plus sérieuses, ça va être tout ce qui va être infection sexuellement transmissible, qui vont causer des inflammations de la vulve. Donc, par exemple, l'herpès ou la gonorrhée, des choses comme ça. Ça, c'est des choses pareil, qui vont se voir au niveau de la vulve, qui vont entraîner certains symptômes assez évocateurs et qui sont plus graves dans le sens où elles peuvent se transmettre très vite. Donc, il faut faire extrêmement attention parce que là, on n'est plus seulement responsable de sa santé, on est responsable de la santé de ses partenaires sexuels également. Et puis après, il y a celles qu'on connaît moins, mais qui sont très répandues, qui sont la vulvodynie et le vaginisme, et qui sont, je dirais, le cœur de ce qu'on veut démocratiser en termes d'information et de connaissances. Le vaginisme, ça commence à être de plus en plus discuté. Donc, ça va être une contraction du vagin, qui est une contraction involontaire réflexe qui va se faire quand on anticipe une pénétration ou au moment d'une pénétration. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ce n'est pas de la faute de la personne quand elle a du vaginisme. C'est vraiment quelque chose qui est réflexe, il faut bien le dire. Et qui n'est pas douloureux en soi, mais souvent, quand on va vouloir forcer une pénétration avec du vaginisme, c'est là que la douleur va arriver. Ou alors, elle peut se causer aussi quand les contractions sont aussi très, très intenses. Il y a certaines personnes qui ont des douleurs musculaires vraiment à cause de ça. Puis après, il y a la vulvodynie. Et les vulvodynies, parce qu'en fait, vulvodynie, c'est la douleur chronique de la vulve, mais après, elle peut se localiser à différents endroits. Le clitoris, par exemple, et là, on parlera de clitoridodynie. La vestibulodynie aussi, pour le vestibule, l'entrée du vagin. Donc ça, c'est des syndromes chroniques de douleur, c'est-à-dire ça fait plus de 3 mois qu'on a des douleurs répétées et on ne peut pas l'expliquer par quelque chose de visible. En fait, on regarde sa vulve et il n'y a rien. Ça, c'est une pathologie qui est très complexe parce qu'on ne connaît pas grand-chose des causes. Et du coup, on a des douleurs qui sont de l'ordre des brûlures, des picotements, d'une sensation de chair à vif. Et on ne peut pas l'expliquer. En fait, on ne peut pas l'expliquer quand on regarde. Et c'est ça qui va être aussi assez difficile pour les médecins, beaucoup, parce qu'ils ne sont pas formés dessus. Et du coup, quand ils voient la vulve, ils ne voient rien. L'examen clinique est nickel. Et du coup, il y a beaucoup de questions. Puis après, je vous invite à consulter le petit guide des pathologies vulvaires pour découvrir aussi toutes les autres belles petites choses qui peuvent arriver à notre vulve. On a essayé de faire un panorama. Alors, il n'est pas exhaustif, il manque des choses. On en découvre tous les jours, mais il y a des informations sur le lichen, sur le cancer de la vulve, qui est très, 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 très rare. Voilà, il y a plein de choses. Oui, c'est vrai qu'il est hyper intéressant. Moi, je le trouve très complet. Enfin, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Donc, on enverra le lien après à tout le monde après la conférence et ça se retrouve sur le site, bien sûr, de Vulvae. Et moi, je voulais te poser une question. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit « Il est super bien fait cet e-book » et avant, c'est autant plus difficile de sensibiliser les gens aux douleurs vulvaires qu'elles confondent souvent vulve et vagin. Ouais, ça c'est vrai qu'on a toujours, c'est vrai qu'il y a toujours énormément d'éducation qui est à faire parce que je pense qu'en éducation sexuelle, particulièrement, on a appris les organes reproducteurs et en fait, on ne montrait pas jusqu'à très très récemment, on ne montrait pas aux enfants en fait à quoi ça ressemblait une vulve et on la nommait pas quoi. Vulve, c'est presque un mot, un mot qu'il ne faut pas dire. Voilà, il y a beaucoup de tabous autour de ce mot-là. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut rappeler. Alors, moi, j'ai une question aussi, mais bon, c'était pour savoir si on peut retrouver des douleurs vulvaires qui sont en lien avec le cycle hormonal. Tu vois, est-ce qu'il y en a certaines qui peuvent se répéter? Je ne sais pas, j'imagine... on parlait un peu de mycose à répétition, mais est-ce qu'il y a certains liens comme ça qui ont déjà été faits par des professionnels? Ouais. Je commencerai par dire que, comme je l'ai dit, on connaît très peu de choses sur ces pathologies vulvaires. Donc, à aucun moment, je peux vous dire assurément que c'est lié au cycle hormonal. Et en plus, comme je vous l'ai dit, je suis pas médecin, mais il y a des premières observations, en tout cas de certaines choses qui peuvent être liées au cycle ou alors à des événements hormonaux de la vie. Ouais. Donc, par exemple, on parlait de mycose cystite. Il y a des gens qui observent plus de mycose juste avant leurs règles. Ou alors à un autre moment à la fin des règles et ça peut probablement parfois être
causé à cause des protections périodiques qu'on va utiliser ou avec le fait que on va enlever, remettre, on va avoir beaucoup de moments où on va peut-être toucher sa vulve plus que d'habitude, ça peut fragiliser la fois. On a des liens avec les hormones de certaines infections, mais aussi les hormones vont affecter nos défenses immunitaires. Donc, ça pourrait aussi avoir un lien avec les moments où les pathologies vont se faire plus ressentir ou pas. Comme les hormones ont aussi un impact sur notre état d'esprit, sur comment on se sent, on connaît le PMS, voilà. Et ben, ça peut être lié aussi à une augmentation de la perception de la douleur. Donc, des fois, quand on a des syndromes douloureux, quand on est dans une période où on ne se sent pas bien et donc le syndrome prémenstruel peut jouer, et bien, on peut avoir une sensation accrue de la douleur à ce moment-là. Donc, il peut y avoir ces petits liens. Rien n'est hyper évident, mais il semblerait qu'il y ait ces liens. Et puis après, il y a des événements hormonaux dans la vie. Le passage de la puberté, une grossesse, c'est un grand moment, la ménopause. Et ça peut déclencher ou favoriser certaines pathologies ou favoriser un risque. Ouais. Le lichen, par exemple, c'est quelque chose qui se développe souvent dans des périodes où on est à des taux très bas d'œstrogène, et donc par exemple chez les petites filles ou chez les femmes ménopausées. Souvent, quand on le détecte à l'âge adulte, il était probablement là depuis l'enfance, mais il n'a été pas détecté avant une certaine période. Donc, ça peut arriver comme ça. Après, il y a des choses aussi qui peuvent être liées à la grossesse. Quels sont un peu les symptômes, du coup, si je souffre sur le lichen? Je vais voir, ouais, sur le lichen. Alors, le lichen, ça va être à la fois des sensations auxquelles il faut être vigilant, c'est beaucoup de sensations de démangeaison. La plupart du temps. Et il faut aussi regarder l'aspect de sa vulve. Et c'est pour ça que c'est important de faire de l'auto-observation assez souvent, parce qu'on peut ne pas avoir les symptômes, les sensations, mais juste voir des choses qui apparaissent. Il va y avoir des espèces de zones un petit peu blanches, nacrées, assez bien délimitées, qui vont se former au niveau de la vulve. Et c'est ça qui va être symptomatique du lichen. C'est vraiment l'apparition de ces sortes de taches blanches un peu nacrées, où la peau va devenir peut-être un petit peu plus fine également, qui va signifier un lichen. Il peut aussi y avoir aussi des altérations des tissus au niveau de la vulve. C'est-à-dire que les petites lèvres vont rétrécir, le capuchon du clitoris va peut-être rétrécir ou au contraire commencer à recouvrir complètement le clitoris. Et donc ces altérations dans la morphologie de sa vulve peuvent être liées aussi au lichen, jusqu'à aller à un resserrement de l'orifice de l'utérus, et ça, du coup, causer des douleurs à la pénétration. Ah oui. Et du coup, comment est-ce qu'on soigne, comment est-ce qu'on se soigne du lichen? Le lichen, il y a un traitement à base de crème de corticoïdes locaux qui doit s'appliquer à vie. Parce qu'en fait, le lichen, c'est une maladie qu'on dit auto-immune, et donc c'est une maladie dermatologique auto-immune, donc c'est les cellules de notre propre peau qui attaquent les cellules de notre propre peau et qui créent cette pathologie. Et donc ça se maîtrise dans des périodes de poussée avec une application par jour. Et puis après, on peut espacer dans le temps, quand on n'a pas de poussée, à une application tous les 2-3 jours, puis une par semaine pour stabiliser la pathologie. Et quand elle est stabilisée avec la crème de corticoïdes, en général, elle n'évolue plus. Ok. Mais c'est contraignant, quoi, c'est à vie. Ouais, c'est à vie, du coup, mais oui, c'est important de le savoir, parce que c'est comme l'herpès aussi, qui est une IST, mais qui se traite à vie une fois qu'on en a. Voilà, on peut avoir des poussées, on a des poussées à vie. Et du coup, je voulais un petit peu revenir sur peut-être comment est-ce qu'on peut faire pour, est-ce qu'on peut optimiser en fait des choses dans sa vie de tous les jours, donc je sais pas, son alimentation, peut-être le sport, le type de sport qu'on fait, le type de sous-vêtements qu'on porte, pour éviter en fait ces pathologies. Est-ce que tu as des petits conseils là-dessus ou... D'abord, je vais prendre le mot éviter et je vais dire on ne tombe jamais malade exprès. Et la plupart des pathologies, on n'en connaît pas vraiment la cause. Du coup, il convient vraiment de dire aux personnes que quand elles ont des douleurs à la vulve, ce n'est pas votre faute, en tout cas la plupart du temps. C'est important de le rappeler. Il y a très très peu de pathologies qui sont liées directement à l'hygiène de vie ou à l'hygiène tout court. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça, mais souvent, c'est très peu lié. Il y a quelques conseils, par contre, qui vont permettre d'atténuer les risques ou d'atténuer les douleurs. Il y a des choses qu'on répète assez fréquemment et qui ne sont pas forcément inconnues, mais il faut se laver la vulve avec le moins de produits possible, et l'eau chaude, c'est l'idéal. C'est suffisant parce que le vagin s'auto-nettoie.
Et du coup, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour nettoyer sa vulve. Il y a quasiment besoin de rien. En fait, c'est très propre, une vulve. Même si ça a une odeur, c'est une odeur qui est totalement normale. Et il ne faut pas chercher à la masquer avec des trucs, avec du parfum, des choses comme ça. Ça, c'est la pire erreur qu'on puisse faire pour sa vulve. Et, Ouais, et souvent, ça peut la fragiliser et entraîner des mauvaises sensations. ouais, Après, il y a toujours les sous-vêtements aussi. Pour les personnes qui sont très sensibles de la vulve, il vaut mieux favoriser, enfin, il vaut mieux privilégier les sous-vêtements en coton en permanence. C'est le mieux. Ne pas porter de jeans trop serrés, ouais. ça joue. Enfin voilà, ça c'est des petites choses de confort de tous les jours qui sont importantes. Et après, on sait qu'il peut y avoir une influence de plein d'autres choses. L'alcool qui va influencer sur la lubrification va pouvoir parfois causer un peu de sécheresse et du coup des inconforts. Mais ça va être des choses. L'alimentation aussi, il y a des aliments qui sont plus inflammatoires, qui peuvent du coup accentuer les douleurs ou à des moments causer une sensation désagréable. Mais Ouais. ça, c'est des cas où les inconforts sont plus ponctuels ou qui ne sont pas forcément liés à une vulvodynie ou à un vaginisme ou à une pathologie qui est grave et installée. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir en apprenant quel facteur va influencer pour nous. Parce que ça, c'est important de savoir. Il faut trouver ce qui influence chez soi parce que il est possible que ta meilleure pote, quand elle boive de l'alcool, aucun problème. Par contre, quand elle mange des cerises, et ben, à chaque fois, systématiquement, ça lui colle une cystite. Et la voisine d'à côté, par contre, ça sera les cigarettes quand elle fume, tout de suite. Il peut y avoir plein de choses qui sont hyper différentes selon les gens, donc il faut vraiment en fait savoir pour soi et pas forcément se baser toujours. Et puis après, tous les produits d'hygiène, si on est sensible, prendre le plus naturel possible. Nous, ce qu'on voit, c'est que les sages-femmes avec qui on travaille recommandent juste de l'huile de coco en externe, par exemple, largement suffisant pour s'hydrater si on sent que c'est un peu sec ou tendu. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les choses. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais on va d'ailleurs préparer un petit book là-dessus aussi avec toutes les petites choses à faire. Et je vois qu'il y a quelque chose qui sort sur un commentaire sur les protections hygiéniques. Ouais. Effectivement, il y a plein de choses. Alors, je rebondis sur ce que Céline dit, mais ça va dépendre des personnes beaucoup. Alors, les protections hygiéniques du commerce, on est d'accord. Tampons, serviettes qui sont bleachées avec. Enfin, voilà, c'est souvent une mauvaise idée, effectivement, quand on est sensible. Les culottes menstruelles et les serviettes lavables, il y a certaines personnes qui ont des vulvodynies chez qui ça peut déclencher des petites irritations parce qu'on va devoir tendance à mal les nettoyer. Donc, si on utilise des culottes menstruelles et des serviettes lavables, il faut faire hyper attention à comment on les nettoie. On les rince juste après les avoir utilisées à l'eau froide. On les rince bien, on les essore bien. Et après, on les lave à 30 degrés avec une lessive qui n'est pas agressive, la plus naturelle possible également. Ça, c'est hyper, hyper important. Il y a des personnes qui vont préférer la cup si elles peuvent s'introduire une cup, qui est encore plus, normalement, encore plus saine. Voilà, Ouais. Céline est une grosse maniaque, du coup, elle n'a pas de problème avec ce qu'il le ciel. Et oui, mais c'est important, il faut être un peu maniaque avec ce genre de choses. Ouais, c'est sûr. Et moi, je voulais rajouter une petite chose aussi, parce que c'est vrai qu'en termes de sous-vêtements, tout ce qui est sous-vêtements qui va faciliter en fait le passage de bactéries de l'anus au vagin, il faut quand même les éviter parce que du coup, en fait, ça bouge. Quand on bouge, il bouge avec nous. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'avais appris par un gynécologue quand j'avais 18 ans. Et je pense que ça m'a quand même pas mal servi et ça m'a évité quelques infections dans ma vie. Voilà, donc et à chaque fois quand j'en parle aux femmes autour de moi, tout le monde me dit ah ouais, mais j'avais jamais pensé en fait, j'avais jamais pensé que ça pouvait avoir un impact. Ouais. Donc Il y voilà. a tellement de choses. Et puis c'est pareil, hein, c'est propre à toutes les personnes. Moi, j'ai jamais eu de problème avec aucun sous-vêtement que j'ai porté dans ma vie. Par contre, le changement à la cup a révolutionné ma vie. Ouais. J'ai plus aucun problème quasiment depuis que je suis passée à la cup il y a 10 ans. Et ça m'a changé la vie. Et je pense que voilà, tout le monde doit aussi un peu Bien chercher parce comprendre. qu'en fait, comme c'est un milieu où on ne connaît rien, il faut faire ses propres expériences sur soi. Et C'est ça. Et vraiment, ouais, prendre le temps de faire de l'auto-exploration. Et c'est vrai qu'on nous le dit pas forcément, mais tu as raison, il n'y a pas one size fits all. Mm.
Donc, écoute, je vois que le temps passe. Je vais essayer de Moi progresser. aussi, j'étais en train de me dire, oh là là, je parle vraiment, vraiment beaucoup trop. C'est un peu Mais non, mais embêtant. c'est hyper intéressant. Donc, ensuite, je voulais te poser la question, du coup, par quel professionnel on se fait accompagner? Donc, tu nous as parlé un petit peu de peut-être mettre en relation avec des professionnels de la santé, mais aussi peut-être des professionnels du bien-être en général, qui ont plus des expériences holistiques et qui peuvent soulager la douleur. Et du coup, qui consulter, par qui commencer déjà. Ouais. Alors, ça va dépendre, mais qui consulter en premier, en général, c'est un professionnel qui va pouvoir poser un diagnostic. Parce que c'est quand même important, ne serait-ce psychologiquement, de savoir ce qu'on a. Et d'avoir une explication sur d'où viennent les douleurs. Et souvent, c'est le médecin. Alors, ça peut être un médecin généraliste, un gynécologue ou un dermatologue, parce Ouais. que les dermatologues sont experts des pathologies vulvaires. En tout cas, il y en a qui sont experts des pathologies vulvaires. Donc ça, c'est important d'aller voir ces praticiens-là pour essayer d'obtenir un diagnostic. Nous, on a une liste de praticiens qui connaissent ces pathologies. On est en train de faire un partenariat avec les Clés de Vénus pour pouvoir accentuer, grossir cet annuaire et pouvoir orienter les gens vers les bons praticiens. Et puis après, une fois qu'on a ce diagnostic et qu'on a un début de traitement, on peut aller voir plein d'autres gens pour le suivi. Quand on fait du vaginisme ou du vulvodynisme, on a des massages à faire ou de la rééducation périnéale à faire, on peut aller voir une sage-femme. Il y a des sages-femmes aussi qui sont très, très bien formées à la prise en charge des douleurs pelviennes et des douleurs de vulve et souvent qui vont avoir une approche très différente du médecin. Les médecins vont peut-être parfois être un peu froids, ils sont souvent pressés par le temps, donc on va avoir moins de temps pour discuter. Voilà, il y a plein de choses. Et puis après, il y a des sexologues qui peuvent aider. Il y a plein de, effectivement, comme tu disais, de personnes qui sont dans les domaines de la médecine alternative du bien-être, de l'hypnose, ça peut aider, de la psychologie, psychothérapie, de la sophrologie, des exercices de relaxation. En fait, la douleur chronique, la gestion de la douleur chronique, quand on parle notamment de vulvodynie, de vaginisme, de choses comme ça se joue beaucoup quand on combine à la fois des choses médicales, des choses psychologiques et de la thérapie physique. On a toujours une approche multiple. Et du coup, c'est important du coup, de trouver, les praticiens qui vont nous aider à mettre des mots et des solutions, en tout cas des débuts de solutions thérapeutiques sur nos mots, nos problèmes. Et ensuite, de se tourner vers les praticiens qui vont nous permettre de suivre ce traitement dans le temps et d'ajouter des choses qui nous font du bien. Parce que quand on est dans la douleur chronique, ça va probablement prendre du temps. Désolée de le dire, je m'excuse toujours. Quand on doit se soigner, ça va prendre du temps. Et du coup, il faut trouver les choses qui font le plus de bien pour se soigner sur le long terme. Bah oui, j'en profite pour rebondir parce qu'il y a des petites choses qui se passent dans le chat et c'est hyper intéressant. Il y a Lilou qui demande, qui dit qu'elle est en errance médicale depuis 7 ans et elle est allée voir une ostéo spécialisée en gynéco hier et rien qu'en une séance, elle a fait des miracles. Et du coup, elle te demande comment est-ce qu'elle peut recommander un praticien pour qu'elle apparaisse sur Vulvae. Alors, nous, on a mis en place une story permanente sur Vulvae où on partage tous les tips de praticiens qu'on nous dit. Mais sinon, tu peux juste nous envoyer un MP. Nous, on les stocke. Et après, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un praticien, sur demande, on leur donne. Et bientôt, on va ajouter tous ces praticiens à l'annuaire des Clés de Vénus qui est en train d'être refondu. Et donc, ça sera pour septembre. Mais on travaille là-dessus. Et donc, un MP, comme tu le sens, à moi directement, Paola Cravero sur Instagram si tu veux, ou sur Vulvae. Je suis disponible sur les deux. Voilà. Trop bien. Et du coup, je voulais aussi te poser la question quand on a peut-être un partenaire ou une amie ou une proche qui souffre de douleurs chroniques ou pas, comment est-ce qu'en fait on peut accompagner ces personnes-là aussi dans gérer, j'allais dire gérer cette maladie, mais gérer au quotidien en fait quelles Alors, clés c'est une pour les maladie, accompagner? Ouais, faut pas avoir peur du mot. Hein. Ce sont des maladies, c'est bien des important de le maladies. dire. On est malade quand on a des douleurs chroniques. Mm, mm. Et la première chose à comprendre quand on a quelqu'un qui a ça autour de nous, c'est l'impact psychologique que ça a. C'est très difficile quand on a des douleurs chroniques qui affectent en plus la sexualité de déjà décider à se soigner parce que c'est un gros tabou, c'est très difficile de trouver le courage de parler. Donc déjà, c'est donner le temps à la personne d'arriver
à en parler correctement et à avoir envie d'en parler à un praticien. Donc, être patient. Il faut énormément de patience avec, je pense, les personnes qui souffrent au niveau de la vulve. Il faut aussi comprendre que c'est lié souvent donc à la vie sexuelle. Si on est partenaire de cette personne, il faut aussi la rassurer probablement. Les personnes qui ont des douleurs vulvaires, souvent, ce que j'ai entendu, c'est qu'elles ont peur d'être quittées par leur partenaire sexuel, leur partenaire unique ou leur partenaire quand elles en ont plusieurs, ils ou elles en ont plusieurs. Et si on peut, il faut rassurer la personne. Et il faut essayer de faire comprendre aussi qu'on sait que ce n'est pas de sa faute. Donc, par des mots, par des gestes. On peut aussi adapter ces pratiques. Il y a des pratiques qui font moins mal. En tout cas, on sait qu'il y a des pratiques qui font plus mal. Nous, on a fait une étude aussi avec Baobo et Medfem Collective sur les douleurs vulvaires. On avait pas loin de 2000 réponses. Et 92% des gens qui ont des douleurs déclarent que la pénétration accentue quasiment systématiquement les douleurs. Donc, solution simple, bannir la pénétration pendant un certain temps. Si vraiment on a des douleurs très fortes, on peut avoir une relation sexuelle sans pénétration qui est parfaitement satisfaisante, notamment dans le cas de vaginisme. Quand les douleurs elles sont exclusivement liées à la tentative de pénétration, pourquoi se l'imposer? Parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses à faire qui sont super sympas. Voilà. Et quand on est ami avec quelqu'un et qu'on essaye de lui donner des conseils pour trouver éventuellement des solutions, voilà, pareil, prendre le temps, essayer de... C'est important aussi d'essayer de ne pas recréer d'injonctions sur tu devrais essayer ça. Des fois, c'est difficile. Donc, c'est toujours une position très, très délicate. Il faut faire extrêmement attention à la sensibilité des personnes. Ouais, vraiment prendre une position d'écoute, en fait, et de pouvoir soutenir, de soutien. Ok, maintenant, je vais peut-être passer aux petites questions spécifiques qu'on m'a envoyées sur Insta. Donc, on va commencer avec les infections urinaires et comment sortir du cycle infernal. Antibio égale mycose et ça se répète à chaque fois pour les personnes qui souffrent d'infections urinaires à répétition. Très souvent, c'est le cas. Alors, déjà, quand on a des infections urinaires à répétition, il faut essayer de se poser la question de pourquoi et d'essayer de trouver une potentielle cause. Ça peut être des causes très variées. Moi, j'ai entendu des trucs, par exemple, il y a une nana qui m'a raconté son histoire et en fait, quand son mec lui faisait un cuni, systématiquement, elle avait une cystite. En fait, elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose dans le microbiote de la bouche de son copain qui ne correspond pas au microbiote de sa vulve. Il faut essayer de voir si ça correspond à des soirées tard, de l'alcool, d'un manque d'hydratation, du stress. Parce qu'il faut minimiser le nombre d'occurrences parce que ça peut fragiliser après la zone. Et puis après, quand on traite, effectivement, on recommande quasiment systématiquement des antibiotiques. Et normalement, maintenant, les médecins doivent être formés à prescrire des choses qui doivent préserver le microbiote à la fois intestinal, parce que les antibiotiques attaquent l'intestin, et les microbiotes aussi vulvaire, vaginal, etc. Et donc, normalement, en général, on va prescrire un cocktail de prébiotiques, probiotiques qui va accompagner le traitement antibiotique. Ce n'est pas toujours le cas parce que ça peine à faire son chemin. Ce n'est pas toujours le cas parce que ça m'est arrivé la semaine dernière et ce n'est pas du tout ce qu'on m'a prescrit. Donc, normalement, maintenant, il y a de plus en plus de recommandations qui vont dans ce sens, que quand on prend des antibiotiques, il faut pouvoir contrebalancer les effets de ces antibiotiques pour préserver le microbiote. Mais c'est aussi un secteur... Alors, le sujet du microbiote, c'est un sujet qui est très peu encore connu aussi. Donc, c'est pareil, ça prend énormément de temps. Et tant qu'il n'y a pas de connaissances scientifiques reconnues comme la vérité, les médecins vont peiner à passer le cap bien sûr. Mais voilà. Bien sûr. Écoute, ça, c'est la solution que je connais et que je peux dire. Et après, vraiment faire de la prévention au maximum, ça, c'est très, très important. Bien sûr. Alors, je lis dans le chat que ma pauvre maman se faisait prescrire des antibiotiques à répétition pour ses cystites par son médecin traitant et elle faisait mycose sur mycose jusqu'à ce que l'urologue lui prescrive des probiotiques et de l'huile de coco en application locale et ça a super bien marché. Donc, l'huile de coco, c'est un antifongique, donc c'est un anti-champignon. Donc, effectivement, très bonne astuce. C'est excellent et voilà, et surtout ne pas se décourager et ne pas hésiter à demander en fait des seconds avis, de changer de praticien et d'aller un peu explorer. Je pense que très souvent
on sait quand c'est pas la bonne solution pour soi et il faut pas s'arrêter. Très souvent, on sacralise un petit peu aussi la position des médecins et on veut leur faire confiance, mais quand vous savez que c'est pas pour vous, tournez les talons et allez voir ailleurs, quoi. Ouais, ça, il ne faut pas hésiter. On Ouais. culpabilise souvent, et puis il y a même des médecins, des fois, quand on leur dit qu'on a été voir quelqu'un d'autre, ils réagissent mal, mais en fait, vous avez le droit. Mais oui, Il y a personne, complètement. les reproches du médecin, vous vous en fichez, vous avez le droit, c'est votre santé, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Ah, mais bien sûr, vous êtes là pour être soigné, donc il n'y a pas de relation, je veux dire, de fidélité à avoir Fidélité. de son médecin. Ensuite, du coup, on enchaîne sur une mycose. Donc, on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut faire l'amour quand on a des mycoses? Alors, on peut, mais souvent, ça va être douloureux, donc c'est pas forcément le top. Et puis, la mycose, c'est un champignon qui peut se transmettre au partenaire. Et donc, du coup, si on fait l'amour sans protection quand on a une mycose, il est possible que le partenaire le récupère, qu'il lui-même exprime une mycose, mais c'est plus rare chez... Alors là, je parle de pénis du coup, et d'hommes, c'est plus rare sur les pénis, mais voilà. Ou à une partenaire, elle pourrait aussi très bien développer cette mycose, donc il faut faire extrêmement attention. Et ça peut aussi prolonger votre propre mycose. Parce que si par exemple votre partenaire qui est un homme, supputons, récupère le champignon, ne l'exprime pas, mais il reste dormant, 2-3 jours plus tard ou même une semaine plus tard, vous refaites l'amour et vous récupérez le champignon, ça se redéclenche. Donc ça, c'est très important en termes de soins, de favoriser le moins possible de contamination d'autres surfaces. Il faut aussi très bien laver ses sous-vêtements, ça, c'est des choses qui vont avec l'hygiène globale au moment où on a une mycose qui est importante. Bien sûr. Ensuite, j'ai une question plus sur la périménopause. Mon gynéco m'a dit que les gènes et les inconforts sont normaux, enfin normales. À qui puis-je m'adresser en fait pour résoudre ça? Donc, on Alors, va parler de douleurs qui sont catégorisées normales. ouais. On a dit que c'était normal parce qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question de l'autre. On revient à ce que je disais sur la perspective historique de on a toujours mal quand on est une femme et c'est la vie. Donc, ce n'est pas normal, hein, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est normal, entre guillemets, en tout cas ce qui est physiologiquement vrai, c'est que avec l'arrivée de la périménopause et de la ménopause, on va avoir moins d'œstrogènes, on va avoir tendance à moins lubrifier. Il peut y avoir une sécheresse vaginale qui se met en place, aussi une plus grande difficulté à mouiller quand on a des relations sexuelles. Et du coup, ça peut causer des gènes et des inconforts. Donc ça, c'est normal que ça puisse devenir plus difficile, en quelque sorte. Par contre, c'est pas normal qu'on vous donne pas de solution parce qu'il en existe. Normalement, on doit pouvoir vous prescrire des choses qui peuvent être variées. Il y a des crèmes aux oestrogènes qui peuvent contrebalancer justement l'effet que va avoir le manque d'oestrogène sur la sécheresse vaginale. Il y a des choses qui sortent et qui se développent, et j'ai eu un témoignage d'ailleurs d'une patiente récemment sur l'acide hyaluronique, et soit en application locale, soit carrément en injection. Donc voilà, ça, je commence tout juste à en entendre parler. Je vous avoue, je suis encore en apprentissage, donc, mais ça existe. Okay. Et puis après, il y a des ajustements au niveau du mode de vie. On peut avoir des phytoœstrogènes dans certains aliments. Donc, si ce n'est pas contre-indiqué pour vous, vous pouvez favoriser la consommation de certains aliments, voire de compléments alimentaires qui vont rebalancer ça. Et puis, minimiser les situations de stress. Le stress a un impact sur plein de choses à la périménopause. Les bouffées de chaleur peuvent être vachement liées à ça. Voilà, donc, du coup, minimiser son stress à la périménopause et en ménopause, c'est l'idéal pour pouvoir minimiser aussi tous les autres aspects qui peuvent être inconfortables dans cette transition hormonale. Donc, du yoga, de la méditation, voilà, on peut se tourner vers... Ou de la boxe, parce que moi, par exemple, je suis partie des gens qui se détendent en faisant des choses extrêmement violentes. Oui, voilà. Oui. Ouais, ça peut... Non, mais complètement. Complètement. Moi, je suis plutôt team yoga, mais voilà. et voilà, bon, il en faut pour tous les goûts. Et là, j'ai une dernière question. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat pour Paola, si vous en avez, avant qu'on termine cette conférence. Et donc, la dernière question, c'était: avec ma copine, nous ne pouvons pas pratiquer de pénétration. Son vagin ne le permet pas. Je veux l'aider, mais je ne sais pas à qui en parler ou comment la conseiller. Donc,
clairement quelqu'un Alors, qui fait de vaginisme et qui... oui, probablement. Déjà, il faut voir, est-ce que c'est un problème entre vous? Est-ce que c'est un vrai gros problème qu'il n'y ait pas de pénétration dans votre sexualité? Parce qu'en fait, on peut avoir une sexualité parfaitement épanouie, comme je le disais tout à l'heure, sans pénétration. Donc déjà, posez-vous la question, est-ce que la pénétration, elle est essentielle pour nous? Est-ce qu'elle est essentielle pour toi? Personne qui pose la question. Est-ce qu'elle est essentielle pour ta copine? Est-ce qu'elle est essentielle pour aussi les bonnes raisons? Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'on faisait l'amour, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui manquerait à votre plaisir? Ça, c'est une première étape, je pense, de réflexion en couple qui peut se mener pour découvrir si on a vraiment besoin de régler ce problème. Et après, il y a plusieurs choses que la personne peut faire pour, si vraiment vous voulez trouver une solution, se tourner vers une sage-femme qui est spécialisée dans les douleurs pelviennes et les douleurs vulvaires. Ça peut aider parce qu'en fait, dans le vaginisme, il va y avoir une grosse composante de rééducation périnéale. Il faut reprendre conscience de son périnée, reprendre conscience de ses contractions, de comment ça se passe à cette zone-là. Et c'est souvent des sages-femmes qui font la rééducation qui peuvent aider à faire ça. Et pour cela, Périnée bien-aimée, un annuaire de sages-femmes qui peuvent pratiquer des massages, faire de la rééducation avec des dilatateurs vaginaux pour apprendre petit à petit au périnée à s'ouvrir et au vagin à s'ouvrir pour permettre la pénétration. Et ça peut être une première étape. Puis après, il faut toujours se demander est-ce qu'il y a des causes psychologiques ou pas. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc, il faut voir s'il y en a une, il faut la traiter. Donc, aller voir un sexologue, ça peut aider aussi. C'est clair. Et puis, il faut toujours réfléchir à l'aspect psychologique aussi après la douleur. Parce que quand on fait du vaginisme, parfois, ça se déclenche sans cause psychologique. Ça peut être juste une hypertonie du périnée qui est là. Mais très rapidement, il y a une dimension psychologique qui va s'ajouter et s'installer, qui est l'anticipation de la pénétration, l'anticipation de la douleur et du coup, la contraction parce qu'on anticipe et qu'on a toujours peur d'associer le sexe, la pénétration, à la douleur. Et donc ça, il faut aussi le traiter probablement avec un psychologue ou un sexologue. Oui, carrément. Et c'est vrai que si c'est, là c'est dans le cas d'un couple, donc ils veulent s'aider l'un l'autre, consulter un sexologue en fait pour déjà peut-être essayer de dialoguer aussi. Si le dialogue paraît un peu difficile parce que on est sur des choses qui sont tellement intimes que c'est vrai que parfois on ne sait pas, on a peur d'être un peu maladroit avec son ou sa partenaire. Donc c'est vrai que consulter un sexologue aussi à deux, ça peut être une très bonne idée. Parce qu'ils vont mettre des mots là où vous ne savez peut-être pas forcément comment communiquer, donc ne pas hésiter. Et il y a une très bonne plateforme avec qui on a fait justement notre guide qui s'appelle mia.co, qui propose de la téléconsultation avec des sexologues, mais qui propose aussi un chat ou des coups de téléphone. Et donc, ça peut permettre d'y aller par étapes. Donc, juste déjà poser des questions via le chat au sexologue, ça pourra peut-être vous aider à avancer sur ce sujet. Carrément, ouais, c'est une super initiative. On aime beaucoup Mia aussi. On a des partenariats avec eux assez souvent. Et c'est vraiment une super plateforme. Eh bien, y a-t-il des questions dans le chat? Je n'en vois pas, mais je vois Céline qui dit que oui, Vulvae en est à 45% du total du crowdfunding en 4 jours, non, en 3 jours même. 3 jours, ouais. C'est la 3e journée aujourd'hui. On est très contents, c'est allé vite et puis on espère que ça va continuer et que ça ne va pas s'arrêter là. Et on compte sur vous pour passer le mot, pour participer, contribuer, pour peut-être pré-réserver votre inscription à Vulvae Plus, à l'application et au programme de suivi et d'aide pour le soin des douleurs vulvaires. C'est vraiment un très beau projet, donc n'hésitez pas à le repartager. Elle dure 30 jours, c'est ça La campagne se termine le 28 juillet. Okay. Et d'ici le 28 juillet, on a plein de choses mises en place. Donc, on fait des masterclass avec Gapial. On fait aussi plein de lives. On va faire des concours avec des marques. On est à un événement sur Paris samedi. On va faire plein de choses. Donc, il y aura plein de surprises pour animer cette campagne. Et on espère que ça incitera les gens à nous soutenir encore. Génial. Et je crois que tu voulais faire passer un petit lien, une lecture d'un article que tu avais à conseiller. Aussi. Mais parce qu'il y avait cette question sur pourquoi les pathologies sont si peu documentées.
Et Ouais. on a Mademoiselle, le magazine en ligne, qui a fait un article sur justement ce sujet-là, qui est sorti lundi. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur cette question-là en particulier, vous pouvez chercher cette partie-là. Je ne sais pas si quelqu'un a su. Ouais, je vais essayer. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas son micro. Alors, quelqu'un qui n'a pas. Ouais, C'est bon. hop, c'est bon. Parfait. Mais voilà, je crois que j'avais tout dit sur l'article pour Bon, ben super. Je vais le pourquoi mettre le là milieu juste, médical ne s'y intéresse pas. je vais le mettre juste dans le chat. Ah, c'est pas alors, c'est le lien du forum, mais il y a Ah, j'ai pardon. pas dû mettre le bon lien, pardon, non, mais c'est moi. Il y Bon, a le lien du on vous le forum et puis renvoie il y a par le lien de mail. l'article. On vous le renvoie par mail. Super. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu pour cette masterclass. C'était passionnant. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, ça Avec vous a plaisir. plu. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à contacter Paola en MP ou voilà, ou même contactez-nous, Gapiane, si vous avez des questions sur quoi que ce soit. On essaiera de trouver des réponses. Nous non plus, on n'est pas médecin et on n'est pas sexologue, mais voilà, on commence à connaître beaucoup d'initiatives sur le sujet. Donc, très souvent, on vous renvoie vers des partenaires. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous parler. Et Céline qui conseille le livre Au-delà de la pénétration de Martin Page, et elle dit qu'il est top pour voir les choses sous un autre angle. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plein de... Puis le compte Jouissance Club aussi est très bien. Le livre est très, très bien. Le livre est très, très bien. Le livre est excellent. Voilà, donc vraiment à mettre sur toutes les tables de chevet, à se passer de table de chevet en table de chevet. Il y a beaucoup de lectures maintenant qui existent, donc c'est vrai qu'on peut être vraiment créatif pour avoir une sexualité qui n'est pas phallocentrée et au-delà de la pénétration, en effet. Bon, on va vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et Merci on beaucoup vous dit à d'avoir très été là. bientôt. Salut, à Salut. bientôt. Ciao.